Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40. Alors au programme, l'analyse de la séance de jeudi, la préparation de la séance de vendredi, quelques plans de trade, les actualités, un backtest, je vous retrouve juste après ça. Et oui, vous ne rêvez pas, 0,01%, on arrive à se maintenir à flot, alors que franchement, c'est un petit peu le bain de sang aux États-Unis. Comme vous pouvez le voir ici, vous avez au-delà du Bitcoin qui s'effondre à nouveau. Regardez la performance du SP500, moins 1,34, le Nasdaq, moins 1,7. Le SP500, enfin le Dow Jones également est en difficulté à 1,11%. Et à chaque fois, un petit peu comme la séance précédente, on arrive à tromper les perspectives et les statistiques en se maintenant à flot alors que les indices américains se pataugent et je ne sais pas si la séance de vendredi sera à l'image de la séance américaine où une fois de plus on arrivera à préserver la face, mais ça semble assez mal engagé et les raisons de cette déception sur les marchés en particulier américains, c'est le taux à 10 ans qui repart à la hausse. Les acteurs, les investisseurs ont envie de se faire peur. Ils considèrent que malgré le déni des banques centrales notamment, il y a bien un danger inflationniste pour le moyen terme et le long terme. Et donc à partir de là, ils anticipent des difficultés accrues pour les entreprises, des difficultés pour se financer, mais également un regain d'intérêt pour les produits de taux qui viendraient concurrencer le rendement des actions. Il faut savoir que pendant longtemps, on a considéré que les marchés montaient parce que c'était TINA, c'était There is no alternative, ça veut dire que finalement c'est ça ou rien, quoi. Mais là, il y a une alternative avec des taux qui augmentent et qui commencent à être rémunérateurs. L'idée est celle-là, et en tout cas, encore une fois, les opérateurs n'aiment pas beaucoup. Alors, il ne faut pas oublier non plus que voilà, le jour où vous aurez compris ça, vous aurez gagné plusieurs années, hein, si vous êtes débutant. Les marchés montent et les marchés descendent, ça vous le savez déjà. Mais la question n'est pas de savoir jusqu'où ça va monter ou jusqu'où ça va descendre. La question est de se demander à quel moment les acheteurs vont manquer par rapport aux vendeurs. Et le problème, c'est qu'en ayant touché cette zone ici, eh bien, les acheteurs ont été satisfaits, ceux qui sont rentrés notamment sur le support, comme moi. Et par contre, qui va acheter maintenant par rapport aux vendeurs qui, eux, arrivent sur une zone intéressante pour entrer en action. Donc, la même chose et à prendre dans l'autre sens. Est-ce que maintenant ça va baisser ou est-ce que ça va monter? Est-ce qu'il y a véritablement des acheteurs intéressés maintenant par rapport aux vendeurs qui prennent leur profit? Non, je ne crois pas. Parce que les acheteurs, ils attendent sans doute, comme moi, qu'on revienne sur le support journalier ou qu'on revienne sur le gap pour voir l'autre support journalier. Mais c'est uniquement à ces moments-là que les acheteurs risquent de déborder les vendeurs et de provoquer une hausse. Donc l'idée, c'est surtout celle-là. Okay, il n'y a pas beaucoup d'acheteurs sur les niveaux actuels. Par contre, il y a pléthore de vendeurs qui essaient notamment de cristalliser les plus-values qu'ils ont engrangées, soit depuis le support journalier, on a pris 3,3% en 3 séances, voire même depuis le début février où on a pris 10%. Hein. Donc voilà l'idée selon laquelle la baisse pourrait continuer encore un petit peu, d'autant que je vous rappelle, on est sous le coup de plusieurs figures chartistes baissières. Ce biseau ascendant dont on sait qu'on a tendance à ressortir plus souvent par le bas que par le haut. On a mentionné les vagues de Wolf 1, 2, attends, on ne voit plus là. 1, 2, 3, 4, 5, normalement on devrait aller chercher le niveau du point 4 à 5684 et également ceux qui font du chartisme classique, on va dire, avec ce beau canal noir ici dont on a touché la borne haute. On le suivait depuis très longtemps, beaucoup attendaient ce point-là pour initier des positions vendeuses. Voilà, c'est fait. Si on ajoute à ça le gap, le haut de la résistance hebdomadaire, bref, si on devait monter, ce serait quand même, pas impossible, mais contre les probabilités. Alors maintenant, si on... ah oui, il ne faut pas que j'oublie, le fameux porte-voix. Ici, le porte-voix est compatible avec une augmentation forte
ok, de la volatilité. Et là, on a un porte-voix, ouais, c'est deux obliques qui divergent. Ça aussi, ça milite pour de la gesticulation sur les marchés. Et quand on regarde les chandeliers japonais, voilà, ça c'est en tant que tel un chandelier qui est plutôt positif. Vous voyez, on termine dans le tiers haussier, on a une clôture qui est au-dessus du niveau d'ouverture. Donc en tant que tel, ce serait un chandelier plutôt sympa. Mais quand on voit qu'on n'arrive pas à dépasser significativement le niveau de clôture de la bougie précédente, c'est pas forcément une bonne chose. Là, vous avez un inside bar, bougie 1 compris, enfin l'amplitude de la bougie 1 avale l'amplitude de la bougie 2. Il faut savoir qu'il va y avoir des traders qui vont spéculer à la baisse si demain on passe en dessous de ce niveau, hein. Ça s'appelle un inside bar. Et quand on regarde les chandeliers de type Aiki-Nashi, c'est la même chose, hein. Alors, c'est pas baissier pour l'instant, loin s'en faut. Vous regardez, on a une bougie verte, mais par contre, contrairement aux autres bougies qui accompagnent la progression depuis le 1er mars, la bougie Aiki-Nashi du jour a une mèche haute et une mèche basse, donc c'est une bougie d'indécision. C'est pas une bougie baissière, mais c'est une bougie clairement qui inspire la méfiance. Regardez, la dernière fois que ça s'est produit, c'était là, par exemple, ok. On monte avec des belles bougies. On a une bougie qui apparaît avec une mèche haute et basse. Derrière, c'est consolidation. Ok, pareil ici, on monte avec des belles bougies sans mèche basse. Première mèche basse avec, première bougie avec des mèches hautes et basses. Et derrière, c'est consolidation. Donc voilà, c'est la nature de cette bougie-ci, hein. Par contre, le Swell Break, lui, il ajoute encore un bloc, hein, puisque même si on n'a fait qu'une hausse symbolique de 0,01%, ça suffit pour inscrire un nouveau bloc, hein. J'invite à regarder les tutoriels que j'ai réalisés sur ça, c'est sur le site de la Trado Academy. Merci d'être de plus en plus nombreux à venir visiter le site de la Trado Academy. Alors, je vous le montre parce que c'est mon dernier bébé et donc j'en suis plutôt fier. C'est ici, vous voyez, et j'en suis fier parce qu'il y a plein de matériel pour les débutants, notamment les podcasts, hein. J'ai reçu beaucoup de personnes que j'admire et qui vous apprendront des ficelles acquises sur des décennies de pratique. Généralement, vous avez des tutoriels, enfin, également le tutoriel sur la Kinashi et le Swell Break, Feinstein, etc. Voilà, je referme ma parenthèse. Et vous avez également les éléments purement techniques. On va regarder ce dont il s'agit. Alors, il y a tout d'abord les moyennes mobiles. Tout naturellement, la moyenne mobile à 7 jours, elle est maintenant, elle est toujours ascendante, elle est en dessous des cours. Donc, la tendance de court terme n'a pas varié d'un iota, hein. On est toujours en tendance haussière. La moyenne mobile à 20 jours est ascendante, on est au-dessus. Donc, la tendance générale est haussière. La moyenne mobile à 50 jours est toujours haussière, on est au-dessus, la tendance de fond est haussière, et la moyenne mobile à 200 jours est toujours ascendante, donc la tendance de long terme est haussière. Donc là aussi, c'est une façon pour moi de faire une réponse groupée à tous ceux qui me demandent si j'anticipe une baisse. Oui, c'est vrai que j'anticipe une baisse, mais voilà, j'anticipe pas du tout la fin du monde, j'anticipe peut-être une baisse qui irait chercher le prochain support journalier, 2%, pourquoi pas. Et même si on pire, on va chercher le support journalier ici à 7%. Vous savez, des baisses de 7%, il y en a tous les ans, hein. Donc non, j'envisage pas un Armageddon, hein. Surtout que vous voyez, les moyennes mobiles sont encore ascendants. Donc il y a plus de chances d'enchaîner des sommets plutôt que d'avoir fait des sommets, hein. Vous remarquerez également que les indicateurs techniques sont de la même veine, hein, faut que je fasse un truc sur la DX, mais j'attends qu'il y ait un signal qui apparaisse. Donc le KST est toujours positif, le CCI, bon, pour faire simple, les indicateurs techniques sont mitigés, mais par contre il y a des divergences baissières, ok, notamment sur le RSI, sur le momentum, sur le stochastique, et ces divergences baissières incitent également à la prudence, hein, si vous voulez vous porter acquéreur du CAC 40. Alors, ah oui, on me demande également, la deuxième digression, on me demande comment je dis souvent que j'achète le CAC 40 ou je vends le CAC 40. En fait, on ne peut pas directement acheter le CAC 40 on le fait avec des produits dérivés. Alors, soit on le fait avec des CFD, soit on le fait avec des futurs, soit on le fait avec des trackers, des varants, des turbos, mais tous les produits ne se valent pas. Moi, je vous recommande, si vous avez beaucoup d'argent, d'utiliser les futurs, si vous avez moins d'argent, d'utiliser les CFD, et si vous êtes débutant, éventuellement pensez au Turbo 24 qui évite de se faire sortir par des mèches assassines que l'on peut retrouver sur le CFD. J'en parlerai bientôt davantage. Alors, j'ai bien dit les Turbo 24, pas les turbos normaux, hein. Alors, l'élément que j'aimerais mettre aujourd'hui en question, c'est le super trend. Non, pardon,
SAR, voilà, c'est l'objet du backtest du jour. Alors, on a beaucoup backtesté, non, c'est pas vrai, on a backtesté 2 fois déjà le SAR, et on a vu que lorsque l'on cassait le SAR, on avait beaucoup plus de chances de clôturer au-dessus de la bougie de cassure que de ne pas le faire. Je vous montre quelques exemples. Vous voyez, on a cassé le SAR ici, on est allé plus haut. On a cassé le SAR ici, on est allé beaucoup plus haut. On a cassé le SAR ici, on est allé vraiment très haut, etc. Ça ne fonctionne pas à tous les coups. Par exemple, ici, on a cassé le SAR et on n'est pas allé plus haut que la bougie de cassure, on est repassé dans l'autre sens. Alors du coup, j'ai regardé le SAR et je me suis dit, tiens, ça fait quand même 3 séances. On a cassé le SAR sur cette bougie, ok, et on n'a toujours pas fait les plus hauts attendus en clôture, c'est-à-dire que selon ce que je viens de dire précédemment, on devrait clôturer, à un moment on a plus de chances de clôturer au-dessus de 5386 que de casser le SAR dans l'autre sens. Et là, ça fait quand même 2 bougies. Donc, je me suis posé la question suivante, à savoir, est-ce que le fait que l'on ait cassé le SAR et que l'on ne soit pas venu faire ce qu'on est censé faire 2 séances après, est-ce que cela vient modifier les statistiques et augmenter les chances que finalement on ne réalise pas cette statistique? Donc voilà, le test sera réputé réussi si malgré 2 séances après la cassure, on n'a pas réussi à faire un plus haut que la bougie de cassure. Et bien si on arrive quand même à le faire après coup, ça sera donc gagné. Par contre, si effectivement, après avoir cassé le SAR et après avoir eu 2 séances où on n'a pas réussi à clôturer au-dessus que les plus hauts de la cassure du SAR, et bien si on casse le SAR à la baisse, le test sera réputé perdant et on va voir si ça peut nous aider à anticiper ce qui va se passer. Donc la première tentative, elle est là, la première occurrence, vous voyez, c'est exactement ça. On a cassé le SAR à la hausse, il s'est passé 2 séances, 1, 2, et derrière, qu'est-ce qui est passé? Est-ce qu'on a réussi à clôturer au-dessus des 5591 ou est-ce que finalement on a cassé le SAR à la baisse? On a cassé le SAR à la baisse. On va voir l'autre occurrence, elle est là, celle-là c'est un succès comme vous pouvez le voir. On a cassé le SAR sur cette bougie, on a passé 2 séances sans réussir à clôturer au-dessus des plus hauts 5350. Est-ce que finalement on a réussi à le faire ou est-ce qu'on a clôturé en dessous du SAR? Vous voyez, ici, on a réussi à finalement clôturer in extremis au-dessus avant de casser le SAR. Donc, c'est une réussite quand même malgré le retard à l'allumage. Alors, on va aller plus vite. Encore un succès. Un échec, 2 échecs, 3 échecs. Et j'invite à regarder le fait que quand il y a des échecs, généralement, ça plonge parce que justement, on a cassé le SAR à la baisse. Donc, généralement, ça accélère. Encore un échec. Un succès. Un échec, un deuxième échec, un succès, 2 succès, 3 succès, 2 échecs, un troisième échec, 2 succès, 1, 2, 3 échecs, 1, 2 succès, encore un succès, un échec, un deuxième échec, et 2 échecs encore d'affilée. Et finalement, on arrive à une statistique très intéressante puisque sur les 30 occurrences que l'on a eues, eh bien, on a 16 succès et 14 échecs. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Je suis désolé, c'est vraiment un petit peu compliqué, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que alors qu'on avait quasiment, plus de 70% de chances de faire des plus hauts lorsque la cassure du SAR s'est produite, lorsque après 2 échecs, de non-avènement de ce qui devait se produire arrive, eh bien la statistique tombe quasiment à 50%. C'est-à-dire que le SAR maintenant a, pour faire simple, autant de chances d'aller, le cours a autant de chances d'aller clôturer au-dessus de 5835 que d'aller casser le SAR. Mais ce qui est intéressant, c'est que la distance n'est pas la même. C'est-à-dire que même si on a une chance sur 2 de réussir, vous voyez bien que aller chercher le SAR, même s'il remonte, c'est environ 1,8-2% de gain si on parie à la baisse. Par contre, clôturer au-dessus des plus hauts de la bougie, à 5835, c'est un ratio gain-risque qui est très bon parce que si on se trompe, finalement, on ne perd pas énormément dans cette situation-ci. Par contre, si on gagne beaucoup plus. Donc, en termes de ratio gain-risque, ça peut être intéressant de considérer cela. Bon, je sais que pour certains, ça va leur passer complètement au-dessus de la tête parce que s'ils débutent, mais les autres, si vous savez lire entre les lignes, vous avez peut-être quelque chose à garder sous le coude.
On passe à l'Ishimoku qui, alors bizarrement, lui, est toujours, c'est comme c'est balourd l'Ishimoku, et ça réagit pas trop pour l'instant, c'est haussier. On est au-dessus du nuage, au-dessus de la Kijun qui monte, au-dessus de la Tenkan qui monte. Ça me fait penser que oui, on peut avoir une correction, mais je vois pas comment on pourrait envisager un retournement de tendance à long terme, hein, puisqu'on est soutenu par la Tenkan, on est soutenu par la Kijun, on est soutenu par le nuage. On va donc terminer avec les trades du jour. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On a beaucoup de choses à faire. Si vous voulez trader à la baisse, vous avez plein de bonnes raisons de trader à la baisse, hein. La vague de Wolf, les turtle soup, les résistances, etc., etc. Je pense que l'idée, c'est, voilà, si on met un stop au-dessus des précédents sommets à 1,38%, on est là actuellement. Voilà, si on met un stop au-dessus des précédents sommets à 1,14% et qu'on vise 1,7%, 1,8%, on est bien. Le problème, c'est qu'on va ouvrir avec une baisse demain sans doute, donc il ne faudrait pas se précipiter parce qu'il ne faudrait pas non plus avoir un ratio gain-risque tout pourri. Mais si au cours de la séance, on remonte et que finalement on a un ratio gain-risque qui est valable, pourquoi pas ne pas tenter le trade à la baisse, hein, c'est envisageable. Si vous avez plutôt des envies d'achat, bon, vous pouvez acheter maintenant, hein, c'est pas un problème, c'est pas interdit, sauf que bon, vous avez compris que vous avez des résistances au-dessus de vous et vous n'avez pas forcément le vent en poupe. À titre personnel, j'attendrai quand même qu'on se rapproche du support journalier. Si on achète sur le support journalier que l'on vise la résistance à 2,12%, si on met un stop à 1%, on a un ratio gain-risque très très bon. Voilà ce qu'on pouvait dire pour le CAC 40. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à demain pour la mise à jour. Ah, j'ai mis l'analyse technique, j'ai fait l'analyse technique de Metabolic Explorer que vous pourrez retrouver sur la chaîne YouTube et sur la vidéo sur mon blog. N'hésitez pas non plus à aller regarder les derniers podcasts que j'ai mis, ça vous apprendra beaucoup si vous débutez. D'ailleurs, si vous débutez pas, découvrir le cursus, les techniques des analyses techniques qui font l'analyse technique française, hein, ça peut également être très porteur. À demain donc pour la mise à jour.